La colère, celle des Vénézuéliens, à bout de souffle. Tenían que traer una pala, un pico. Esto es el país que necesita de ustedes, weón, un arma, para echarnos plomo y coñazo así. Demuéstreme su maldad aquí, pues. Demuéstreme su maldad con un pico, una pala en esta mierda. Face au manque de moyens, des équipes du monde entier ont afflué au Venezuela. Petit miracle cet après-midi, un survivant a été extrait des décombres. Une goutte d'eau dans un océan de détresse. Au moins 2000 personnes tuées, 50 000 autres toujours portés disparus et 60 000 bâtiments à terre, au pied desquels certains espèrent encore retrouver les leurs. Yo quiero conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo. No me lo van a tirar en una fosa común. Esos no son perros, son mis hijos. Celle qui cristallise la colère des Vénézuéliens, c'est elle, Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du Venezuela. On la voit ici, dans un quartier de Caracas avec une équipe de secours péruvienne. Il a fallu attendre hier, une semaine après la catastrophe, pour qu'elle décrète 7 jours de deuil national. No está ayudando al gobierno. Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delcy, ni nadie. Ces séismes viennent fragiliser un État déjà aux abois. Avant la catastrophe, ce sont 8 millions de Vénézuéliens qui avaient déjà besoin d'une aide humanitaire. Les États-Unis, qui ont enlevé le président Nicolás Maduro en janvier dernier et qui, depuis, ont placé le pays sous leur tutelle, ont dépêché des équipes sur place. Solidarité entre voisins ou arrière-pensée politique. We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake. Alors, Donald Trump profite-t-il de cette catastrophe pour renforcer son emprise sur le pays? Que révèlent ces tremblements de terre du régime vénézuélien? La colère des habitants peut-elle se transformer en révolte? Nos trois invités pour ce débat, Saraí Suarez, bonsoir, vous êtes journaliste franco-vénézuélienne, vous avez publié, ajoutons-le, une tribune intitulée « Séisme au Venezuela, la tragédie dans la tragédie » dans le quotidien Libération. Vous estimez que le régime au pouvoir trahit une nouvelle fois la population en gérant cette tragédie par le mépris et l'incompétence. Non seulement les militaires n'aident pas, ajoutez-vous, mais ils bloquent l'accès au secours. À côté de vous, Yoletti Brachot, bonsoir. Vous êtes également franco-vénézuélienne, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Selon vous, cette catastrophe aggrave un peu plus une crise humanitaire qui dure depuis plus de 10 ans. L'État vénézuélien est fragmenté, il a été privatisé et sa relation avec la population est plus que jamais dégradée. Et à côté de vous, Jean-Jacques Kourlianski, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes pour la Fondation Jean Jaurès. Vous considérez que la gestion de cette catastrophe est dans la continuité des déficiences de l'État, en partie causées par les sanctions américaines. C'est un coup dur, ajoutez-vous, pour Donald Trump qui souhaitait bénéficier des richesses naturelles, notamment les richesses du sous-sol vénézuélien. On y reviendra évidemment, mais on démarre avec le chiffre du jour. Oui, un chiffre qui fait froid dans le dos. L'ONU estime à environ 50 000 le nombre de disparus après les 2 séismes qui ont frappé le Venezuela. Près de 60 000 bâtiments ont été endommagés d'après des images satellitaires de la NASA. Saraí Suarez, vous êtes directement concernée puisque vous avez des proches là-bas. Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles d'eux? Oui, ma famille, mes amis, mes personnes sur place vont bien. Par contre, on connaît tous quelqu'un de façon plus ou moins directe ou indirecte qui est en train de chercher quelqu'un, un membre de sa famille qui a perdu des membres de sa famille. J'ai concrètement une amie de l'enfance qui cherche sa sœur et du coup on est tous ces amis en train de lire des listes, et je le dis dans ma tribune, des listes éternelles, des noms des personnes blessées et des morts. Et encore, on n'a pas de nouvelles de sa mort. Et ils cherchent eux-mêmes, c'est ça? Ils cherchent eux-mêmes, ils cherchent eux-mêmes sur place. Elle a dû trouver un chien qu'on lui a probablement fait payer pendant quelques heures pour pouvoir essayer de chercher sa sœur dans les décombres de son immeuble. Elle a payé, elle aussi, des machines pour essayer de bouger des choses. Et puis les voisins sont là, les mains dans le sable, dans les décombres, pour essayer de sortir leur manche. Yoletti Brachot, est-ce que le gouvernement a tardé à envoyer des secours ou ces secours, tout simplement, n'existent pas pour ce genre de situation? Une chose ne nie pas l'autre, en fait. C'est-à-dire que si ça tarde, c'est aussi précisément parce que la dégradation, en fait, de l'État est telle qu'il n'y a pas, en fait, effectivement, ce qu'il faut pour répondre à cette situation. On a parlé de fait que même les équipes, en fait, qui historiquement suivaient l'activité sismique, en fait, au Venezuela, ne sont plus en état de fonctionnement. Donc, en fait, ça ne pouvait pas être anticipé. Ça pouvait
pas être anticipée et que de fait, justement, en fait, la longue destruction, délitement en fait de l'État social vénézuélien, des hôpitaux, en fait, bon, des unités de réponse, etc., font que de toute façon, même la moindre réponse de l'État n'aurait jamais été suffisante et ne l'est pas aujourd'hui. Jean-Jacques Kourlianski, en même temps, quand on lit que l'armée empêche les secours et les bénévoles de se rendre sur place, on est très surpris. Est-ce que c'est des échos que vous avez? Est-ce que c'est réel? Bon, alors j'ai lu, comme vous-même, des dépêches, notamment venant d'une ONG chilienne. J'ai lu aussi une autre dépêche. La question que vous me posez a été posée au chargé d'affaires des États-Unis, qui a répondu « En ce qui me concerne, je n'ai constaté rien de tel. Tout fonctionne très bien. Nous sommes coordonnés de façon optimale avec les autorités locales et avec les intervenants étrangers. » Et ce qu'il apparaît de façon évidente, c'est que la coordination des secours internationaux avec les autorités locales est surtout le fait des autorités des États-Unis. Alors, je vous dis, il y a ce témoignage de cette unique organisation chilienne. Très bien. Et le témoignage tout à fait contraire, fait par le chargé d'affaires des États-Unis à Caracas. Saraí Suarez, l'armée, on a entendu parler de pillage commis par l'armée, on a entendu parler d'exactions commises par l'armée ou d'une armée qui n'aide pas, qui n'est pas compétente. Et c'est le cas. Et on le voit dans les... Aujourd'hui, la problématique pour un gouvernement comme celui de Venezuela face à une urgence comme celle-ci, c'est qu'on ne peut plus se cacher. Il y a 10 millions de téléphones, d'ailleurs, qui registrent et qui montrent les images. Téléphones portables qui registrent et montrent les images. Donc même s'il y a des communiqués officiels d'un gouvernement qui tutèle les chavismes, qui disent exactement, qui alignent leurs violons ensemble, les gens sont sur place, ils sont en train de dénoncer tous les jours les pillages, les vols, l'incompétence, le manque de participation de ces forces armées et de ces militaires qui sont là pour regarder, pour se prendre en photo, qui arrivent avec des armes, des fusils au bras et qui sont incapables de prendre une pelle pour aider les gens. Et d'autre part, pour revenir un peu à l'anticipation, je me permets de dire, hier j'ai discuté avec un expert vénézuélien de 30 ans d'expérience, expert en séisme, et il me racontait comment ils avaient préparé des dossiers, des rapports qui ont été montrés au gouvernement en expliquant lieu par lieu, endroit par endroit, où les risques étaient d'actualité et clairs, que dans la prochaine fois qu'il y aurait un tremblement de terre, ça allait s'effondrer. Oui. Ils n'ont jamais passé à l'action, malgré tous ces rapports qui ont juste été mis dans un tiroir et gardés sous clé, parce que ça n'intéressait pas au niveau de la communication de chavisme. Alors on va évoquer avec vous trois le risque, et avec Anna, le risque de crise humanitaire. Oui, les besoins en nourriture, en eau potable, en abri et en services essentiels sont immédiats et considérables, a déclaré la responsable du Programme alimentaire mondial et qui a lancé dans le même temps un appel de fonds estimé à 50 millions de dollars pour couvrir ces besoins. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime, lui, que déjà près de 40% des sinistrés vivent dans la rue ou dans des abris improvisés, sans conditions d'hygiène suffisantes, des déplacements de population qui font craindre à l'OMS l'apparition d'épidémies dans le pays, rougeole, coqueluche, dengue, paludisme et même fièvre jaune. Ajoutez à cela que les services hospitaliers sont débordés avec des soignants mobilisés près de 24 heures sur 24. 38 hôpitaux auraient été mis hors service ou détruits lors de ces deux séismes, selon le porte-parole de l'OMS, et ceux encore en état de fonctionner sont submergés par l'afflux de blessés en traumatologie. Tout cela sachant que le système de santé vénézuélien était déjà fragilisé. Depuis plusieurs années, le pays fait face notamment à des pénuries de médicaments essentiels que tente aujourd'hui de compenser l'aide internationale. Dès le lendemain du premier séisme, le Salvador a envoyé au Venezuela 50 tonnes de médicaments et une équipe de 150 secouristes. L'Inde, quant à elle, a offert un hôpital de campagne et 35 tonnes de matériel médical. Yoletti Brachot, est-ce que ces deux catastrophes, elles ont révélé les failles profondes du système de santé au Venezuela? On les connaissait de toute façon, déjà. C'est surtout ça, en fait. On les vit, on les subit, en fait, de longue date. On a commencé à parler d'une crise humanitaire en Venezuela, plus ou moins à partir de l'année 2015. Donc c'est là, comme je disais, fait plus de 10 ans. Bien sûr, en fait, au Venezuela, c'est créé une crise en interne. En fait, une crise qui vient, en fait, de la gestion en interne, en fait, de revenus pétroliers ou de la mauvaise gestion, en fait, sur... bon, c'est vraiment une longue histoire politique et économique, mais qui, en effet, par ailleurs, a été aggravée
ultérieurement par des sanctions états-uniennes. Des acteurs humanitaires vénézuéliens ont aussi mentionné en fait les effets délétères de ces sanctions en fait sur le système. Mais bon, le fait est qu'on se retrouve aujourd'hui effectivement face à un système de santé qui craque, qui n'a pas les capacités de répondre. Et là concrètement, et parce que en effet pareil, en fait, on était en contact avec des collègues qui sont sur place et qui sont en train d'aller sur le terrain. En fait, la gestion des corps commence à être aussi quelque chose de très grave. On dit les morgues sont saturées également. On dit aujourd'hui, et c'est terrible comme image, mais arriver à la Guaira, ça veut dire aussi sentir l'odeur de la mort, l'odeur des corps, qui est voilà. Donc c'est vraiment une catastrophe extrêmement grave. Jean-Jacques Courrientis, c'est en même temps le symptôme d'un régime aux abois. Hein. La richesse du pays s'est contractée de 75% entre 2014 et 2020. Et Delcy Rodríguez, la présidente par intérim, a très peu de légitimité aux yeux des Vénézuéliens. Elle a décrété elle a attendu une semaine pour décréter un deuil national de 7 jours. Bon, alors je ne sais pas si on doit parler de la faillite du régime sans parler au préalable des failles de la géologie. On est devant une catastrophe de la nature comme celle qu'on a constatée en Afghanistan, en Turquie, en Italie, au Maroc. Donc il y a cet élément-là qui est un élément qu'il ne faut pas oublier, qui est un élément préalable. Après, on peut éventuellement parler, mais pas uniquement, de la façon dont la société, le gouvernement vénézuélien, la communauté internationale essaient de remédier à cet accident naturel qui provoque en lui-même des milliers de morts. On va poser la même question à Yoleta Bracho à propos de Delcy Rodríguez. Alors, comment aujourd'hui est-elle perçue? Est-ce que la colère de la population qui l'a huée, est-ce qu'elle peut se transformer en une véritable révolte contre le régime où les Vénézuéliens ne sont pas dans cet état d'esprit-là? Ça serait aller plus loin. Par contre, il y a des vraies questions de légitimité. En fait, il faut se dire que Delcy Rodríguez, c'était la vice-présidente d'un président Maduro qui lui-même n'était pas légitime parce qu'en fait, il n'avait pas été élu en 2024, qu'elle est désormais au pouvoir avec en fait la situation de tutelle en fait, donc entre guillemets légitimée par les États-Unis, mais en fait rien de ça veut dire que la population vénézuélienne s'est exprimée de manière ou d'une autre pour la légitimer. Tout le contraire, en fait la population vénézuélienne s'est exprimée contre les gouvernements chavistes en fait qu'elle représente encore, contre en fait finalement un processus de consolidation autoritaire en fait dont elle est aussi la continuité. Ça veut dire donc que même dans le contexte où par exemple, l'armée a dû contrôler la circulation entre Caracas et La Guaira, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule route qui permet la communication entre les deux. Et là, il y a des choses, en fait, logistiques qu'il faut gérer. Quand l'armée a voulu faire ça, en fait, ça a été perçu comme des mesures de contrôle illégitimes, parce qu'il n'y a pas de lien légitime entre la population et les gouvernants vénézuéliens. Saraí Soares. Oui. Alors, en même temps, l'opposante vénézuélienne María Corina Machado, qui est prix Nobel de la paix 2025, tout de même, accuse le pouvoir d'avoir bloqué son retour dans le pays. Et Donald Trump non plus ne veut pas d'elle sur place. Pourquoi? Parce qu'il a intérêt à avoir comme relais sur place Delcy Rodríguez plutôt qu'elle, la prix Nobel de la paix? Pour les États-Unis, c'est beaucoup plus simple d'avoir un gouvernement qui savent qu'ils peuvent contrôler et maîtriser un chavisme soumis, vassalisé, et qui accepte finalement les règles de jeu. Machado avait donné des gages tout de même. Elle avait remis son prix Nobel à Trump. Mais le problème avec María Corina Machado par rapport à Donald Trump, c'est que Donald Trump, il sait qu'il ne va pas pouvoir maîtriser cette femme. María Corina Machado, elle est là pour écouter les décisions de son peuple. Et c'est ce qu'elle n'a pas arrêté de faire depuis des années. Tandis que Delcy Rodríguez, elle est prête à danser le valse de Donald Trump. Et ça, on l'a vu dès le début. Juste après le 3 janvier, quand Nicolás Maduro a été capturé par les Américains, on a compris pourquoi on venait d'une préparation de terrain. Delcy l'a modéré, Delcy ceci, Delcy cela. On ne comprenait pas ces informations pour un des personnages qui est une des personnes les plus radicales dans ce régime. Donc aujourd'hui, on est face à un dilemme parce qu'effectivement, les États-Unis ne souhaitent pas permettre le retour de María Corina. Ils craignent de perdre le contrôle total qu'ils ont aujourd'hui sur les réserves de pétrole, sur les réserves d'or et sur tout ce qu'ils arrivent à maîtriser avec un chavisme qui est plié à eux. On se demande qui contrôle qui, en réalité? Est-ce que le chavisme a réussi finalement à avoir une manipulation sur Washington? Est-ce qu'ils sont en train de jouer un peu le chat et la souris l'un à l'autre? Qui contrôle qui?
aujourd'hui. Jean-Jacques Orlianski, justement, on parle des États-Unis. Les États-Unis qui ont envoyé 2000 personnes sur place. Ils ont promis plusieurs centaines de millions de dollars d'aide, suspendu les sanctions économiques pour ne pas entraver les secours. Est-ce que c'est purement de l'aide humanitaire? C'est altruiste ou alors il y a des arrière-pensées derrière? Altruiste en partie peut-être, hein, mais c'est un défi pour Donald Trump, hein, puisque l'opération au Venezuela du 3 janvier, pour lui, était une opération modèle. L'exfiltration de Nicolas Maduro, donc. L'enlèvement du président Maduro, qu'il a essayé de répéter en Iran, mais le morceau était manifestement plus gros à avaler, ça n'a pas marché. Mais il avait, quelque temps auparavant, au mois de novembre, hein, exposé quelles étaient ses grandes lignes de conduite en politique étrangère et aussi à l'égard du Venezuela. À l'égard du Venezuela, qu'est-ce qu'il cherche exactement? 1, stabiliser la situation. 2, faire redémarrer l'industrie pétrolière. Le chargé d'affaires des États-Unis, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans son communiqué, dans les réponses aux journalistes, il a dit « Heureusement, les installations pétrolières n'ont pas été touchées ». Il n'a pas parlé des personnes, hein, il a dit « Heureusement, les installations pétrolières n'ont pas été touchées » et la transition politique éventuellement après. Donc il est évident que pour lui, introduire un élément de l'opposition au Venezuela sans tremblement de terre ou avec tremblement de terre, c'est un élément incontrôlable qui va créer une situation incontrôlable. Et son objectif, qui est avant tout de récupérer le pétrole, on le voyait dans votre extrait de film, est compromis. Donc son pari, c'est de maintenir à toute force l'équipe actuelle et donc de gérer éventuellement directement la coordination de l'aide humanitaire et autres pour que la situation se stabilise. C'est le premier point de son plan en 3 parties pour le Venezuela. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, les États-Unis assurent qu'ils restent intéressés de près au sort du Venezuela, malgré les conséquences potentiellement paralysantes de ce tremblement de terre pour le pays. Écoutez le secrétaire d'État américain Marco Rubio. No matter what, the United States has always responded to humanitarian crisis, especially in our own hemisphere. That's what we're focused on now. Obviously, earthquakes are not part of the stabilization process. Obviously, it's a setback in that regard, but we're going to get through it, and I think Venezuela is going to emerge stronger from it, despite the tragedy that it's confronting right now. Yoleti Brachot, les Américains sont au Venezuela et ils entendent le rester, malgré ce tremblement de terre. Ce n'est pas une fragilité pour eux. De toute façon, en fait, depuis avant même le 3 janvier, en fait, depuis qu'il y a eu l'avancée militaire sur la Caraïbe, on voit très bien en fait quels sont les objectifs en fait de l'administration Trump et qu'ils sont en train de réussir avec. Et là, je mettrai quand même une nuance par rapport à la figure de María Corina Machado, où en fait, pour le coup, elle a aussi passé du temps aussi à légitimer la politique de Trump, y compris vis-à-vis des migrants vénézuéliens aux États-Unis. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait donc déjà quelques mois, voire plus, que qui que ce soit qui veut faire de la politique en fait au Venezuela, de manière ou d'une autre, doit passer par les États-Unis. Mais à part bien sûr des forces en fait d'opposition diverses au Venezuela, qui elles il y en a, elles sont suffisamment solides. En tout cas, qui cherchent à construire en fait une diversification des options politiques au Venezuela. Par contre, il y a une chose, et là, je dis ça avec beaucoup de responsabilité, c'est que, en fait, dans le contexte actuel de l'urgence humanitaire, le fait est que les humanitaires, les États qui font de l'aide, etc., tous sont obligés de dialoguer avec le gouvernement en place. Et ça, c'est un fait qu'on ne va pas pouvoir changer, en tout cas pas tout de suite. Alors que les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes, ce n'est pas pour autant qu'on oublie nos demandes démocratiques. Mais par contre, on est conscient aussi d'un moment... Voilà. Oui, on sent votre émotion d'ailleurs. Saraí Suárez, en même temps, on se pose la question de savoir comment sont perçus les Américains aujourd'hui par les Vénézuéliens. J'ai la sensation que ça a beaucoup évolué depuis le 3 janvier. Au début de l'action qui a été menée contre Nicolas Maduro, il y a eu une partie de la population qui a soutenu cet enlèvement et qui était très content. Il n'y a pas eu de manifestation dans la rue parce qu'il y avait trop de peur pour s'exprimer publiquement. Mais il y avait un clair soulagement. Et le soulagement, je pense qu'il était général. Mais il y avait quand même une partie de la population qui était vraiment très, très favorable à cette action. Et maintenant d'une autre partie, l'avait pris avec beaucoup de précaution et de méfiance. Parce que c'est un peu comme se faire sauver par un pirate. Vous êtes au milieu d'un naufrage et vous êtes sauvé par un bateau de pirates. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Aujourd'hui, vu
l'état de délabrement de pays, la crise économique, cette catastrophe qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut se rappeler qu'en 1999, on a eu une catastrophe naturelle similaire. Des inondations majeures. Dans la même région. Dans la même région. Encore aujourd'hui, on ne sait pas combien de victimes il y a eu. On attend toujours les chiffres. 15 000 à 30 000 morts à l'époque. On n'a jamais eu des chiffres officiels de la part du gouvernement. Il y a eu des gens qui ont passé 15 ans dans des refuges. Et là, ce n'était pas une question de géologie, c'est-à-dire qu'il y avait des bâtiments aussi, et tout ça avait été construit contre le droit et contre les normes qui avaient été légiférées. Tout à fait. Mais aujourd'hui, du coup, il y a une fatigue supplémentaire parce qu'on vient de cette crise qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, il y a quand même, je commence à voir un questionnement envers les Américains qui sont perçus actuellement comme des complices de chavisme. J'ai même vu un post sur les réseaux sociaux qui habillait Donald Trump de chaviste en disant c'est le nouveau Maduro. Donc il y a quand même une dégradation de l'image des Américains. Et là, il y a beaucoup de tensions. On rentre dans la phase de trouver un espace comme un sort de cimetière géant. Et le risque de violence commence à être vraiment, vraiment perceptible. Juste une question courte et une réponse courte. 8 millions de Vénézuéliens se sont exilés et ça continue, Yoleti Bracho? Là, surtout, c'est que ça va augmenter. Ça va s'amplifier? Forcément. Parce que, en fait, concrètement, les conditions de vie sur place ne seront pas positives dans le court terme. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre et nous éclairer sur ce que vit pour vous deux votre pays, le Venezuela. Merci encore.